c'est un soin bien agréable, mais largement superflu, parce que, suivant la formule consacrée, on ne présente plus Elisabeth Roudinesco. Elisabeth Roudinesco est en effet une figure emblématique de la psychanalyse. En fait, elle représente la psychanalyse en France et largement au-delà de la France, dans de nombreux pays. Elle a écrit des ouvrages qui sont devenus des best-sellers, pour la plupart. Je citerai bien entendu sa grande histoire de la psychanalyse en France, La guerre de 100 ans, son Lacan. Tous ces ouvrages remontent maintenant à plusieurs années, mais elle a aussi écrit des ouvrages qui ne sont plus spécifiquement historiques, mais qui touchent des sujets de société, comme La famille en désordre, ou son livre récent sur les pervers. Elle a également participé à un échange avec Jacques Derrida, De quoi demain. Bref, toute sa bibliographie est présente, je suppose, dans la pensée de beaucoup d'entre vous. Ce soir, elle est venue nous voir à titre d'historienne. Et en consacrant ce gros volume sur Freud, mais qui se lit absolument comme un roman, qu'on comprend et qui ne vous quitte plus dès qu'on l'a saisi. Alors, comment dire en quelques mots ce que j'ai ressenti en lisant ce livre? Eh bien, c'est que il y a un point acquis qui concerne l'œuvre de Freud. L'œuvre de Freud est une œuvre absolument capitale de notre modernité, sans doute la plus écrasante de l'histoire de la pensée occidentale, et à l'égard un peu de celle d'un Kant, et même en remontant beaucoup plus loin d'un Platon, puisque c'est une œuvre, l'œuvre de Freud, qui a fait porter son influence sur toutes les sciences humaines, que ce soit la psychologie, la psychiatrie, bien sûr, mais aussi l'anthropologie, la sociologie, la linguistique, la littérature. Voilà. Simplement, nous ne sommes plus aujourd'hui à l'époque de Kant et de Platon, encore moins. C'est-à-dire que le lien se fait nécessairement dans la culture contemporaine, se fait nécessairement entre l'œuvre et l'auteur. Et très tôt, du vivant même de Freud, ce lien a été établi par son disciple, Ernest Jones, qui a écrit une monographie en 3 volumes sur Freud, L'homme et l'œuvre, grosso modo, qui reste aujourd'hui quelque chose de tout à fait consultable. C'est pas une œuvre dépassée. Et puis il y a eu aussi des œuvres plus scientifiques comme celle de Peter Gay. Simplement, ces biographies de Freud qui existent, sont d'une nature très différente de l'ouvrage qu'Elisabeth Roudinesco va nous présenter tout à l'heure. En effet, des ouvrages de ses précédents biographes s'inscrivent dans le cadre de la chronique, c'est-à-dire d'une relation d'événements qui sont vectorisés par la chronologie et qui offrent donc une sorte de lumière rasante sur les faits envisagés. L'œuvre de Roudinesco, ce soir, est de notre ordre. Tenons compte d'un élément d'évidence. C'est qu'aujourd'hui, face à ce qui est la question freudienne, je dirais, nous ne sommes plus à l'époque de ces premiers auteurs. Concernant l'entourage de Freud, sa pratique, ses relations avec le monde entier, une explosion de matériaux est apparue sur le marché, si on peut dire. Sa correspondance, d'abord, qui restait longtemps inédite et secrète, ou expurgée, ce qui est pire, maintenant était accessible. Les relations de cas pratiquées par les patients eux-mêmes. Par les patients eux-mêmes, c'est quelque chose qui a apporté une nouvelle connaissance complètement inédite sur la pratique freudienne, alors qu'auparavant elle se réduisait à ce qu'on appelait les 5 psychanalyses.
Donc tout ceci a redonné vie plutôt Elisabeth Rodinesco, utilisant ces éléments, a redonné vie à des événements ou des hommes que la géographie avait un peu momifiés. C'est à ce titre que le livre d'Elisabeth se présente ce soir non plus comme une chronique, comme ce fut le cas de ses prédécesseurs, mais comme un véritable livre d'histoire. Nous ne sommes plus, avec cet ouvrage, dans le cadre d'un éclairage rasant, mais d'une analyse spectrale de ce qu'a été l'œuvre de Freud, et qui nous présente donc un visage complètement inédit. En tenant ensemble, je dirais, 3 brins, l'œuvre de Freud, bien entendu, qu'on suit tout au long du livre, l'homme dans son intimité, sa vie, son entourage, ses ruptures, sa fin, pathétique, et puis il y a un autre acteur qui intervient dans cet ouvrage pour servir de toile de fond à toute l'histoire, c'est Vienne. La Vienne de fin de siècle, la Vienne du début de siècle aussi, la Vienne qui a été à un moment donné celle de Klimt, de Thomas Mann et de Mahler, et qui va finir ensuite, après la Première Guerre mondiale, réduite au rang d'une capitale de province. Avec le livre de Rodinesco, il n'est plus possible de considérer l'aventure de la pensée freudienne en dehors de ces 3 éléments qui lui donnent tout son relief et qui confèrent donc à cette œuvre, qui est une œuvre monumentale, mais ça tout le monde, nous le savions depuis très longtemps, mais qui la présente sous un jour complètement inédit, qui fait qu'en lisant ce livre, pour ma part, je lis Freud depuis une 50aine d'années, hélas, mais en découvrant ce livre, j'ai découvert, avec beaucoup de choses bien entendu, qui faisaient partie de mes anciens repères, mais j'ai découvert aussi un nouvel homme et finalement une nouvelle œuvre. Et c'est tout le bien que je vous souhaite de faire cette expérience après moi. Voilà, je donne... Je remercie les Agoras du Savoir. Et on entend là? Oui, ça marche. Et Régis Penalva, de m'avoir invité. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux. C'est très impressionnant depuis la tribune de voir un tel public. Et je remercie mon vieil ami Henri Reflot, qui est probablement en France aujourd'hui le savant, le penseur, le professeur qui connaît le mieux l'œuvre de Freud. Je ne plaisante pas, ça fait 50 ans qu'il le lit et c'est vrai. Il a écrit de nombreux livres sur Freud que je cite, et donc nous sommes aussi en dialogue permanent, et donc nous sommes très honorés aussi de l'hommage que tu viens de rendre à ce livre, toi érudit en freudisme. Alors, en effet, cette fois-ci, c'est vraiment un livre d'histoire. J'ai toujours fait des livres d'histoire sur l'histoire de la psychanalyse en France, sur Lacan, mais disons que là, avec Freud, c'était plus simple. On pouvait partir du début et aller jusqu'à la fin, parce que Freud, et maintenant l'œuvre est dans le domaine public, on a toutes les archives, et c'est devenu assez facile, en quelque sorte maintenant, de le redécouvrir autrement. C'est pas le livre qui m'a posé le plus de problèmes à écrire. Je l'ai écrit d'un jet et assez facilement. Il est vrai que je travaille sur Freud aussi depuis longtemps. Alors, je commencerai par dire que depuis des décennies, c'est aussi ça un des problèmes, de nombreux psychanalystes, c'est pas ton cas, c'est pas le mien, ont eu tendance à ignorer leur histoire et à ne pas connaître la vie de Freud. Sa vie privée intellectuelle, les conditions d'émergence de sa doctrine, ses façons de travailler. Et ils le regardent souvent, c'est un des grandes questions aujourd'hui, comme un être un peu abstrait, désincarné, hors histoire, pensant qu'il n'est plus nécessaire de savoir qui il est, ni à quelle époque il a vécu, pour prendre en compte la psychanalyse, dont on fait, notamment en France, une théorie structurale
volontiers intemporelle, sacralisée. Et donc, c'est vrai que pour les psychanalystes, l'idée d'historiser ce domaine très sacré est assez transgressif. Il se fonde souvent, sans même s'en rendre compte, sur la biographie de Jones, Ernest Jones, 3 volumes monumentaux, grande biographie, bien sûr, que je ne réduis jamais à une simple hagiographie, mais qui, bien sûr, doit être révisée. Et donc, il se base aussi souvent sur une histoire orale faite de reconstruction. Souvent, et c'est comme ça qu'il l'enseigne, il voit Freud comme Freud s'est raconté lui-même. Parce que, bien sûr, Freud s'est historisé lui-même. Et il a inventé, conçu des légendes et des mythes d'ailleurs très forts pour raconter sa propre histoire. Par exemple, l'auto-analyse, l'idée de l'opération d'un auto-engendrement d'une doctrine par son fondateur. Il a inventé ce fameux complexe d'Édipe, loin de la tragédie d'Édipe. Il a évidemment théorisé la notion de pulsion de mort. Il a conçu une métapsychologie qui est restée inachevée. Et il a publié des grands cas, 5, dont 3 seulement qu'il a analysés. Et ces grands cas, ces cas fabriqués par Freud, publiés par Freud, sont ce qui sert de commentaire permanent dans les écoles analytiques. En bref, il y a chez les psychanalystes une volonté de penser l'histoire de Freud en termes psychanalytiques. Or, il me semble, et il m'a semblé pour ce livre, qu'aujourd'hui, il fallait changer complètement de perspective. D'autant que, par rapport à Jones, même à Peter Gay, il y a 25 ans, qui était un des biographes, il y a eu beaucoup de biographies de Freud, on a maintenant un recul, un très grand recul, puisque on connaît à peu près toutes les correspondances de Freud, on peut accéder à tous les témoignages sur qui était Freud durant sa vie et à peu près aux grands cas, c'est-à-dire aux histoires réelles des patients que Freud a traités. J'en ai isolé 125, mais on peut encore y travailler. Et surtout, ce qui est certain, c'est que, et je le dis parce que c'est vrai, c'est la première fois qu'un auteur français écrit une vraie biographie historique de Freud. Aucun Français n'était allé avant moi aux archives de Washington. Aucun psychanalyste français n'était allé aux archives de Washington. Ça m'avait beaucoup frappé. En tout cas, si certains y sont allés, ce qui est tout à fait pensable, ils n'en ont pas tiré des travaux. Les travaux d'aujourd'hui, historiographiques, sont essentiellement faits par des auteurs américains ou franco-américains, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de travaux français de cet temps. Alors je pense que la meilleure manière de retourner à Freud aujourd'hui, de le penser, de le réinventer, c'est de l'immerger dans l'histoire. Retourner à des faits, à l'époque qui fut la sienne, tu en parlais, la fin du 19e siècle, la belle époque, la Première Guerre mondiale, la Constitution, la fin des empires centraux, c'est capital pour Freud, parce qu'en effet, l'Autriche a été réduite à rien après les traités de Trianon et de Versailles. La constitution d'un mouvement, il ne faut pas oublier le Freud conquérant, il a construit une armée de missionnaires, les premiers freudiens dont je parle beaucoup, une armée de combattants pour une cause, puis là surtout, la fin de l'Europe et l'anéantissement par le nazisme du monde germanophone et donc de la psychanalyse telle que l'avait conçue Freud et qui ne survivra. Elle ne survivra qu'en devenant tout à fait autre chose que ce qu'elle avait été dans l'esprit du fondateur. Elle sera américaine, anglaise, latino-américaine, française, mais plus jamais ce qu'elle avait été du temps de Freud. Plus jamais cette Vienne qui a été engloutie par l'histoire, et même plus allemande. On en reparlera, puisqu'elle ne s'est jamais vraiment reconstruite en Allemagne. Or, Freud est de langue allemande. Freud aujourd'hui est beaucoup plus lu en anglais qu'en allemand. Alors je crois que pour réinventer Freud et sa doctrine, il faut le montrer, construisant son époque à mesure qu'il était construit par elle. Et c'est ce que j'ai fait depuis longtemps, et notamment dans cette biographie. Il n'y a pas d'un côté la psychanalyse
au sens clinique et de l'autre son histoire. Il n'y a pas d'un côté un Freud privé, homme de chair, et de l'autre un penseur abstrait et une doctrine. Tout doit être, à mon sens, repensé ensemble. Il faut sortir Freud des interprétations psychanalytiques diverses. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en tenir compte, mais je crois qu'il faut le sortir. Et je n'ai pas trouvé d'autre moyen que par la voie de l'histoire. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 30 ans, mais c'est ce que je pense aujourd'hui. Alors d'abord, je dirais que plusieurs dizaines de biographies ont été écrites sur Freud, depuis la première, parue de son vivant en 1924, sous la plume de son disciple Fritz Wittels, devenu ensuite américain, jusqu'à celle de Peter Gay, on a parlé, qui est donc parue en 1988, en passant par le monumental édifice de Ernest Jones. Et ce monumental édifice a été mis en cause à partir des années 1970 par un très grand historien, Henri Ellenberger, qui évidemment a été le premier à sortir de la biographie. Il faut toujours sortir de la biographie, immerger l'homme dans la longue histoire. Ça a été le cas d'Ellenberger, qui a immergé Freud dans la longue histoire de la découverte de l'inconscient. Ensuite, on peut retourner au travail biographique. C'est un peu ce que j'ai fait, alors que j'étais partie du contraire. Sans compter tous les travaux qui ont été faits de ce que j'appelle l'historiographie savante, c'est-à-dire les historiens de Vienne fin de siècle. Karl Schorske, le premier, pour la France, Jacques Le Rider, et évidemment les travaux aussi qui ont été faits sur Freud et la judéité, dont celui de Henri, qui a fait quand même un livre sur Freud et le Moïse. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, chaque école psychanalytique a son Freud. Il fallait en tenir compte aussi. Freudien, post-freudien, kleinien, lacanien, culturaliste, indépendant. Et chaque pays a créé le sien. Chaque moment de la vie de Freud a été commenté à des dizaines de reprises et chaque ligne de son œuvre interprétée de multiples manières, au point que l'on pourrait dresser une liste à la façon de Georges Perec de tous les essais parus sur le thème d'un Freud accompagné. Freud et le judaïsme, Freud et la religion, Freud et les femmes, Freud clinicien, Freud en famille, Freud et les cigares. Il y a 2 livres sur Freud et les cigares, c'est-à-dire ça veut dire que sur Freud et sa famille, il y en a 30. Bon. Freud et les neurones, énormément de livres, Freud et les chiens, 2 livres, Freud et les francs-maçons, Freud, etc., etc. Mais aussi, à l'intention de nombreux adeptes d'un antifreudisme radical, qu'on a appelé aux États-Unis Freud bashing, Freud rapace, Freud ordonnateur d'un goulag clinique, Freud démoniaque, incestueux, menteur, faussaire, fasciste. Freud est présent dans toutes les formes d'expression et de récit. Caricatures, bandes dessinées, livres d'art, portraits, dessins, photographies, romans classiques, pornographiques ou policiers, films de fiction, documentaires, séries télévisées. On a du Freud partout, sous toutes les formes d'expression. Donc, après des décennies d'hagiographie, de détestation, de travaux savants, d'interprétations novatrices et de déclarations abusives, après les multiples retours à des textes qui ont ponctué l'histoire de la deuxième moitié du siècle, nous avons bien du mal à savoir qui était vraiment Freud. Tant l'excès de commentaires, de fantasmes, de légendes et de rumeurs ont fini par recouvrir ce qu'était la destinée paradoxale de ce penseur en son temps et dans le nôtre. C'est pourquoi, ayant moi-même fréquenté pendant longtemps les textes et les lieux de la mémoire freudienne, dans le cadre de mon enseignement ou à l'occasion de mes voyages et de mes recherches, j'ai entrepris d'exposer de manière critique la vie de Freud, la genèse de ses écrits, la révolution symbolique, c'est comme ça que je l'appelle, la révolution symbolique dont il fut l'initiateur, j'ai repris le terme bien sûr à Bourdieu, à l'aube de la Belle Époque, les tourments pessimistes des années folles, les moments douloureux de la destruction de ces entreprises par les régimes dictatoriaux, l'ouverture des archives et l'accès à un ensemble de documents non encore exploités m'ont offert la possibilité d'une telle approche, et l'entreprise a été facilitée, comme je l'ai dit, par le fait qu'aucun historien français ne s'était encore aventuré sur ce terrain.
Comment qualifier Freud? Freud était un homme ambitieux, issu d'une très longue lignée de commerçants juifs, eux-mêmes issus de la Galicie orientale, qui s'offrit le luxe tout au long d'une époque troublée, le démantèlement des empires centraux, la Grande Guerre, la crise économique, le triomphe du nazisme, d'être tout à la fois un conservateur éclairé, cherchant à libérer le sexe pour mieux le contrôler, un déchiffreur d'énigmes, à la manière de Sherlock Holmes, un observateur très attentif de l'espèce animale, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, un ami des femmes, un stoïcien, adepte des antiquités, un désillusionneur de l'imaginaire, comme disait Thomas Mann, un héritier du romantisme allemand, un dynamiteur des certitudes de la conscience, mais aussi et surtout peut-être un juif viennois, déconstructeur du judaïsme et des identités communautaires, tout aussi attaché à la tradition des tragiques grecs, Édipe, qu'à l'héritage du théâtre shakespearien Hamlet. Tout en se tournant vers la science la plus rigoureuse de son temps, la physiologie, il consomma de la cocaïne pour soigner sa neurasthénie et crut découvrir en 1884 les vertus digestives de la cocaïne. Il s'aventura sans cesse dans le monde de l'irrationnel et du rêve, s'identifiant sans cesse aussi au combat de Faust et de Méphisto. La référence à Goethe et au Faust est constante dans son œuvre, mais aussi à cette séquence de la Bible du combat de Jacob et de l'ange qui est présente en permanence, ce combat nocturne dans lequel personne ne gagne. Freud l'évoque en permanence. Puis, il a fondé un cénacle sur le mode de la République platonicienne, entraînant avec lui des disciples habités par la quête d'une révolution des consciences. Prétendant appliquer ces innovations à tous les domaines du savoir, il s'est trompé très fréquemment sur les innovations littéraires de ses contemporains, qui lui empruntaient pourtant ses modèles. Il a méconnu l'art et la peinture de son temps, il a adopté des positions idéologiques et politiques plutôt conservatrices, mais il a imposé à la subjectivité moderne une stupéfiante mythologie des origines, dont la puissance semble aujourd'hui plus que jamais vivante, à mesure qu'on en cherche à l'éradiquer. En marge de l'histoire de l'homme illustre, j'ai voulu aborder dans ce livre, en contrepoint, celle de certains de ses patients qui menèrent ce que j'appelle une vie parallèle, c'est comme ça que je l'ai construit, sans rapport avec l'exposé de leur cas. Freud reconstruisait des cas comme des fictions, et j'ai voulu faire émerger, ça c'est capital quand on fait de l'histoire, les vies anonymes des patients, de ceux qui n'ont pas été mis en fiction par Freud. D'autres, alors j'ai abordé donc ces vies parallèles de ces patients, sans rapport avec l'exposé de leur cas. Alors, certains, il a fallu que je recherche moi-même dans la correspondance de Freud et dans ce qui a été déposé aux archives de Washington comme souvenir, parce qu'ils sont sortis de l'ombre grâce à cette ouverture des archives, et il fallait donc montrer qu'il y avait plusieurs sortes de cas. Il y a d'un côté ceux qui ont été construits par Freud comme des fictions, ces mêmes personnes, c'est le cas par exemple de l'homme au loup, Sergueï Pankeïev, qui a commenté son propre cas jusqu'à la fin de sa vie. Donc là vous avez deux sortes de narration, la narration faite par Freud, puis le commentaire infini que ce patient a donné de lui-même. Il y a d'autres patients qui n'ont pas été mis en fiction, mis en cas, et qui ont donné le commentaire de ce qu'avait été leur histoire. Donc on a toutes sortes de narrations qu'il faut remettre ensemble. Freud a toujours pensé que ce qu'il découvrait dans l'inconscient anticipait ce qu'il arrivait aux hommes dans la réalité. J'ai choisi d'inverser totalement cette proposition et de montrer que ce que Freud crut découvrir n'était qu'au fond, ça recommence, la rhinopharyngie, n'était que le fruit d'une société, d'un environnement familial, d'une situation politique dont il était capable d'interpréter magistralement la signification pour en faire une production de l'inconscient. Or, pour le penser aujourd'hui, et pour comprendre son œuvre, il faut à mon avis défaire la manière dont Freud a cru que sa doctrine anticipait ce qui arrivait. Il faut au contraire montrer qu'elle a été produite par ce qui arrivait
sans qu'il le sache. Et il faut donc déconstruire les mythes freudiens et montrer... Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Comme ça, c'est le micro qui s'est arrêté. Le micro, là, vous entendez? Non? Si, ça va, ça va. Là, ça va. Non, ça va pas. Là, ça va mieux? Donc, vous n'avez pas entendu le reste? Je recommence? Bon, j'ai expliqué en 2 mots. Ouais, on n'entendait rien, donc. Bon, j'ai expliqué en 2 mots qu'il y avait la vie de l'homme illustre, qu'il fallait déconstruire les mythes sur lesquels il avait fondé son histoire, qu'il fallait aussi faire intervenir l'histoire réelle des patients, l'histoire parallèle des patients anonymes, à l'écart de la manière dont ils avaient été reconstruits, et qu'il fallait inverser la manière dont Freud pensait que ce qui arrivait dans l'inconscient anticipait ce qui arrivait aux hommes dans l'histoire. J'ai donc fait un mouvement contraire. De cette façon-là, j'ai voulu faire apparaître un autre visage de Freud, celui d'un penseur des Lumières sombres, d'un penseur qui, tout en croyant à la raison et au progrès, a toujours été, en même temps, et selon un mouvement dialectique interne à sa pensée, un penseur critique des illusions du progrès et de la raison. Donc une dialectique très forte chez Freud qui se retrouve dans ce que je vous ai dit au début, si vous avez entendu, Faust et Méphisto, l'ange et Jacob. Il y a cette dialectique permanente. Je préfère employer ce terme de lumière sombre plutôt que celui d'anti-lumière ou de contre-lumière. Parce que Freud n'est pas un homme des anti-lumières, mais c'est un homme dont on peut évidemment trouver la genèse dans ce qu'on a appelé au XVIIIe siècle les lumières sombres. C'est-à-dire, c'est les lumières, mais il n'y a pas chez lui cet idéal, cette notion que l'humanité irait sans cesse vers son progrès le plus accompli, puisqu'il pense au contraire que l'homme est aussi habité par la cruauté et l'autodestruction la plus sombre. Fasciné par la mort et le sexe, mais soucieux d'expliquer de façon rationnelle les aspects les plus cruels et les plus sombres de l'âme humaine, Freud eut l'idée, le 15 octobre 1897, à l'âge de 41 ans, de rapporter à la grande scène des dynasties tragiques de la Grèce ancienne la petite affaire privée de la famille bourgeoise fin de siècle, dont s'occupait, à la même époque que lui, il n'était pas seul, tous les savants de l'époque s'occupaient des névroses familiales. Et quel a été ce coup de génie de Freud? Ce n'est pas le complexe d'Édipe que je n'aime pas du tout, mais c'est l'idée de ramener les névroses modernes, les petites névroses familiales, à la grande histoire des tragédies grecques. Chaque auditeur, dit-il, fut un jour en germe, en imagination, un Édipe qui s'épouvante devant la réalisation de son rêve transposé dans la réalité. À la figure d'Œdipe, il ajouta celle d'Hamlet, héros coupable, confronté au spectre d'un père réclamant sa vengeance. Autrement dit, la force de ce geste, c'est qu'à une époque où tout le monde s'occupait de savoir, de connaître les comportements, les conduites des névrosés pour les soigner dans des sanatoriums, au fond, comme des malades mentaux, en quelque sorte, des malades névrosés, Freud leur dit, vous ressemblez tous à des personnages de tragédie. Ça, c'est un coup de force qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et on en a la trace, notamment dans les années 20 à Vienne, quand l'idée qu'on était tous Édipe ou Hamlet a fait son chemin. Ça, c'est quelque chose, évidemment, de très fort, ramené à la culture occidentale dans son ensemble. Que le complexe d'Édipe, tuer le père et épouser la mère, soit ensuite devenu une psychologie familialiste insupportable, dénoncée d'ailleurs à juste titre par de nombreux philosophes, n'enlève rien à la force de ce geste inaugural qui consista à placer le sujet moderne face à son destin. Celui d'un inconscient qui, sans le priver de sa liberté de penser, le détermine à son insu. Révolution du sens intime, la psychanalyse eut pour vocation première de changer l'homme en montrant que le « je » est un autre
et que le moi n'est pas maître en sa demeure. Autre grand mythe forgé par Freud, c'est cette déconstruction du sujet. Par ce geste, Freud s'est démarqué des psychologues et sexologues de son temps en rendant lisible notre vie inconsciente en dehors de toute science des comportements. Il a donné un contenu littéraire et philosophique à ce domaine, au lieu de prétendre l'examiner par les moyens de la science positive. Autrement dit, Freud était parti de la science, la physiologie, passé par la neurologie, la science positive. Il l'a quitté pour devenir un créateur de mythes. Ce qui ne veut pas dire qu'il a quitté la science, il a quitté une certaine image de la science pour passer du côté de ce qu'on appelle, évidemment, ce qu'on appellera plus tard les sciences humaines. Et cela, même si, en permanence et de façon ambivalente, parce qu'il est toujours très ambivalent, il n'a eu de cesse de vouloir donner un contenu scientifique à sa doctrine. Il n'avait pas renoncé à l'idée même de la fonder sur sur la neurologie. Mais enfin, au fur et à mesure qu'il rêve de le faire, il s'en défait. Cette référence à la tragédie, Freud l'a inscrite également dans une autre référence constamment présente dans son œuvre, celle de la biologie darwinienne, laquelle sert de modèle métaphorique à tous ses travaux. Je dis métaphorique car je ne partage pas l'idée de certains biographes de Freud, je pense notamment à Frank Soloway qui a fait un énorme travail, selon laquelle Freud serait un cryptobiologiste de l'inconscient. Il y a bien un ascendant de Darwin sur Freud, mais cet ascendant fonctionne à mon sens comme un mythe. Au fond, ce que Freud emprunte à Darwin n'est rien d'autre que ce qu'il emprunte à Sophocle. La tragédie de l'homme qui, après s'être pris pour un dieu, s'aperçoit qu'il est le descendant d'un singe, et Freud le dit, et que, hormis le langage et la pensée, il n'est qu'un animal doué de raison. Donc il inscrit Darwin, au fond, dans la même filiation pour lui que Shakespeare ou Sophocle. Freud fut autant un penseur de l'irrationnel et de la déraison qu'un théoricien de la démocratie, attaché à l'idée que seule la civilisation, c'est-à-dire la contrainte d'une loi imposée à la toute-puissance des pulsions meurtrières, permettait à la société d'échapper à une barbarie qu'elle désirait. Ça, c'est la grande thèse de Freud. On la trouve évidemment dans Totem et Tabou, et c'est plus le modèle des Étrides que le modèle d'Édipe et des Labdacides. S'il ne fut jamais un grand lecteur de Sade, Freud partageait cependant avec lui l'idée que l'existence humaine se caractérise moins par une aspiration au bien et à la vertu que par la quête d'une permanente jouissance du mal. Pulsion de mort, désir de cruauté, amour de la haine, volonté du malheur et de la souffrance. Pour cette raison, il a réhabilité la belle idée selon laquelle la perversion est nécessaire à la civilisation en tant qu'une part maudite des sociétés humaines et de l'homme lui-même. Mais, au lieu d'ancrer le mal dans l'ordre naturel du monde, comme le faisait Sade, et plutôt que de faire de l'animalité de l'homme le signe d'une infériorité raciale, comme le faisaient les sexologues, adeptes de la théorie de la dégénérescence à son époque, il préféra soutenir que seuls les arts, la civilisation et la culture étaient capables d'arracher l'humanité entière à sa propre volonté d'anéantissement. On trouve évidemment la trace dans Malaise dans la civilisation. En 1905, dès ses premiers écrits sur la sexualité infantile, Freud fut haï par les tenants de toutes les religions, qui l'accusèrent de détruire les valeurs de la morale, puis par les adeptes des nationalistes qui voyaient dans sa théorie l'expression d'un abaissement de la souveraineté patriarcale, et donc d'un effacement des frontières de l'autorité et de la loi, et enfin par les représentants de toutes les dictatures qui le soupçonnèrent de semer le désordre dans les consciences. Science Bosch pour les Français, science latine pour les Nordiques, science dégénérée pour les puritains anglophones, la psychanalyse fut taxée de science juive par les nazis et enfin de science bourgeoise par les staliniens. Bourgeois, conservateur et rebelle à la fois, Freud fut aussi un émancipateur paradoxal des femmes. Assez paradoxal, puisqu'il resta dans sa vie privée attaché à un modèle classique de l'organisation familiale selon lequel la femme passe de l'état de fiancée à celui d'épouse puis de mère. Cela lui vaudra les attaques incessantes des féministes, alors même que l'on sait aujourd'hui qu'il fut favorable à la contraception, à la liberté sexuelle et au travail des femmes,
hostile à la virginité inutilement prolongée des jeunes filles. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, la psychanalyse fut regardée au contraire comme une fausse science par les tenants des sciences dures, qui lui reprochèrent de ne pas être mesurable ou évaluable, puis de nouveau comme une science juive et communiste par l'extrême droite, et enfin comme une science satanique par les islamistes radicaux qui traitent Freud de sioniste, manifestant ainsi leur antisémitisme profond, puisque justement Freud n'était pas sioniste, il était même hostile à la création d'un État des Juifs en Palestine. Quant aux sionistes de l'actuelle extrême droite israélienne, ils considèrent Freud comme un mauvais juif, infidèle, autant au judaïsme qu'à sa judaïté, du fait qu'il fut très réservé, comme je viens de le dire, sur la création d'un État juif en Palestine. En un mot, pour les islamistes antisémites, Freud est un sioniste et donc un ennemi, et pour les sionistes conservateurs, il est un antisioniste et donc un ennemi. Sans doute, cette détestation permanente demeure-t-elle le symptôme le plus puissant de la vérité subversive de l'invention freudienne. Il faut donc remettre, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, à plat tous ces paradoxes. D'ailleurs, quitte à montrer comment Freud lui-même, à un certain moment de sa vie, s'est trompé, a pu errer. J'ai parlé de l'art moderne et de la littérature, mais enfin, sur beaucoup de points, Freud s'est trompé politiquement. Enfin bon, on pourra aborder cette question. Mais ces paradoxes m'ont toujours beaucoup intéressé. Pourquoi en permanence il y a cette spirale de la détestation et surtout, on déteste un Freud qui n'est jamais le vrai Freud. C'est ça qui est intéressant. C'est cette espèce de roulement de tambour permanent. Je dirais volontiers, pour paraphraser Jacques Derrida, que ce qui hante l'Occident aujourd'hui s'appelle spectre de Freud, similaire d'ailleurs au spectre de Marx. Ce qui hante l'Occident, ce sont deux figures de la condition humaine dont Freud s'est fait le prophète laïque, en une sorte de continuité avec le judéo-christianisme. L'inconscient d'une part, ça c'est une conception tout à fait nouvelle chez Freud de l'inconscient, bien sûr, il y a d'autres théories de l'inconscient que celle de Freud. Et la sexualité de l'autre, liées toutes deux à deux régimes d'historicité nécessaires à la construction d'une subjectivité. La figure ancestrale du destin archaïque, Édipe d'une part, c'est-à-dire la longue durée quasi intemporelle de la généalogie, le désir de l'autre, Hamlet, c'est-à-dire la culpabilité liée à la sexualité. C'est les deux grandes figures qui représentent en plus le monde grec et puis de l'autre côté le monde chrétien, Hamlet. Il est très possible d'ailleurs que cette apparition du spectre de Freud soit à la fois le signe, tu as parlé de biographie spectrale, je me reconnais assez bien là-dedans, soit le signe d'un évanouissement de la psychanalyse et le symptôme de sa pérennité. En tant que forme accomplie d'un grand modèle de thérapie psychique fondé sur le dynamisme, elle est inscrite aussi dans la longue durée d'une histoire. L'idée que la psychanalyse ne soit qu'un pur produit de l'esprit juif viennois relève d'un cliché. À la fois c'est vrai et en même temps ça n'est pas exact. Alors, on va déconstruire les clichés. On sait bien que les contre-coups de la désintégration progressive de l'Empire austro-hongrois firent de cette ville, comme l'a fort bien souligné l'historien Karl Schorske, que je vous recommande de lire, Vienne fin de siècle, a fait de Vienne l'un des plus fertiles bouillons de culture ahistorique de notre siècle. C'est dans un climat ahistorique, de conception ahistorique du monde, que s'est épanouie la psychanalyse. Rejetant les illusions de leur père, qui croyaient aux bienfaits du libéralisme, les fils de la bourgeoisie se tournèrent vers une nouvelle quête identitaire. Juifs pour la plupart, et parlant plusieurs langues, ils rêvèrent, les uns de la conquête d'une terre promise, les autres d'une possible régénération de l'homme par le retour au grand mythe du passé. Projet d'un État juif, c'est Théodore Herzl, qui était donc le contemporain absolu de Freud. Le psychanalyse est né en même temps que le sionisme, en même temps que le socialisme, en même temps que les mouvements féministes. Donc, projet d'un État juif chez Théodore Herzl, déconstruction du moi chez Hugo von Hofmannsthal, reniement ou conversion chez les intellectuels habités par la haine de soi juive, culte d'une féminité transgressive, et encore sécession ou inversion des valeurs de l'art classique chez Robert Musil, Arthur Schnitzer, Gustav Kling ou Gustav Mahler. Bien qu'étranger totalement à cette modernité,
à laquelle il préférait l'art de la Renaissance ou de l'Antiquité gréco-latine, Freud fut marqué à son insu beaucoup plus qu'il ne le croyait lui-même par ce mouvement, ne serait-ce que dans sa conception d'un inconscient atemporel ou d'un psychisme structuré en topique. C'est là, à lui, disait Karl Kraus, le génial Karl Kraus, c'est à lui que revient le mérite d'avoir donné une organisation à l'anarchie du rêve, mais tout s'y passe comme en Autriche. Fin de citation. Freud n'ignorait rien de ce grand mouvement de régénération des Juifs inauguré par les pères fondateurs du sionisme. Il connaissait les hommes et les idées, mais bien qu'il n'eût jamais renié ses judéités, Freud était profondément juif, profondément hostile à toute forme d'antisémitisme, mais profondément hostile au judaïsme religieux, à la religion. Il a toujours dit toute sa vie, je suis l'ennemi le plus féroce des religions. Mais en même temps, il n'a jamais renié sa judéité, c'est-à-dire son sentiment d'appartenance, non pas à la religion juive ou au judaïsme, mais à son identité de juif sans Dieu, de juif viennois assimilé, autrement dit, de juif de la diaspora, juif de culture allemande. Il ne concevait pas que le retour à la terre des ancêtres pût apporter la moindre solution à la question de l'antisémitisme européen. Et c'est pourquoi il préconisait le choix d'un autre territoire que celui des origines, un territoire neuf où l'on ne soit pas contraint de mener de nouvelles guerres de religion. À cet égard, évidemment, la terre promise de Freud, c'était cette révolution symbolique de la découverte en soi de la terre promise, de la découverte du continent de l'inconscient. Et c'est pourquoi il eut cette intuition magistrale en 1930 que la question de la souveraineté sur les lieux saints serait un jour au centre d'une querelle presque insoluble, non seulement entre les trois monothéismes, mais entre les deux peuples frères résidant en Palestine. Il redoutait qu'une colonisation abusive ne finît par opposer, comme il le disait, autour d'un bout de mur idolâtré, les Arabes fanatiques et antisémites, à des Juifs intégristes et racistes. On ne trouve chez Freud aucune des grandes imprécations qui ponctuent les discours de Max Nordau sur l'avenir du nouveau Juif. Freud ne regardait pas les Juifs européens comme des êtres pathologiques abattardis par des siècles d'oppression. N'ayant jamais adhéré ni à la théorie de la dégénérescence ou à la psychologie des peuples, il ne pensait pas que seul l'ancrage dans une terre était susceptible de doter les Juifs d'un corps biologique rénové ou d'un psychique purifié. Bien au contraire, il pensait qu'il y avait dans la judéité intellectuelle, se réclamait de Spinoza. Il n'avait pas lu Spinoza, mais il se réclamait, au fond, de Spinoza. Il le dit à plusieurs occasions, qu'il y avait dans la judéité intellectuelle, détachée de ses racines religieuses ou communautaires, quelque chose de miraculeux et d'inaccessible à toute analyse. Ce quelque chose, ce propre du juif, il le décrira jusqu'à la publication de l'homme Moïse, non pas comme une élection, ou comme un particularisme, mais comme un état transhistorique, seul capable de conduire les Juifs à une véritable grandeur, c'est-à-dire à cette capacité inouïe d'affronter les préjugés de masse dans la plus haute des solitudes. C'était seulement à ma nature de Juif que je devais les deux qualités qui m'étaient devenues indispensables dans ma difficile existence. Là, il se plaint un peu trop, mais enfin bon, c'est ce qu'il dit. Parce que j'étais Juif, je me suis trouvé libéré de bien des préjugés qui limitent chez les autres l'emploi de leur intelligence. En tant que Juif, j'étais prêt à passer dans l'opposition et à renoncer à m'entendre avec la majorité compacte. La terre promise investie par Freud ne connaît ni frontières ni patrie. Elle n'est entourée d'aucun mur et n'a besoin d'aucun barbelé pour affirmer sa souveraineté. Interne à l'homme lui-même, interne à sa conscience, elle est tissée de mots et de fantasmes. Freud est bien l'héritier, comme l'a dit Thomas Mann, d'un romantisme devenu scientifique. Freud emprunte ses concepts à la civilisation gréco-latine, je l'ai dit, mais aussi à la culture allemande. Il est de culture allemande. Quant au territoire qu'il veut explorer, il le situe dans un ailleurs impossible à cerner. Celui d'un sujet dépossédé de sa maîtrise de l'univers, détaché de ses origines divines, immergé dans le malaise de son ego. C'est le mythe, chez Freud, il a inventé ce mythe des blessures et des humiliations. Première blessure, être décentré de l'univers, Copernic. Deuxième
deuxième blessure, être décentré du monde divin avec Darwin, et lui, il se voit comme le troisième décentrement. Donc il se rattache à un mythe prestigieux. On comprend alors pourquoi Freud, juif de la Haskala, eut sa vie durant le souci, sans jamais y parvenir, que la psychanalyse ne fut pas assimilée à une science juive, c'est-à-dire, selon lui, à une psychologie des particularismes et non à une théorie scientifique. Mais le plus étonnant chez Freud, c'est que pour, évidemment, parvenir à ça, il a rêvé d'un disciple qu'il a rencontré, qui est Carl Gustav Jung, qu'il a rencontré au début du XXe siècle, et sur lequel il portait tous ses espoirs. Pourquoi ? Parce que Carl Gustav Jung était évidemment, n'était pas juif, était suisse, ne venait pas du milieu juif viennois, et lui ouvrait des voies nouvelles, notamment pour étendre la psychanalyse au domaine des psychoses. Il était psychiatre. Et bien sûr, l'affaire entre eux s'est mal terminée. Hein. Mais il y avait là, chez Freud, en permanence aussi, quelque chose qu'on retrouve dans les deux cette division dont je vous ai parlé entre Faust et Méphisto, entre l'ange et Jacob, cette idée très freudienne que tout ami, homme, devient un ennemi. C'est constant dans la vie de Freud. Il cherche une amitié, et dans cette amitié, il trouve l'ennemi, il finit par le trouver. Ça ne se passe pas du tout comme ça avec les femmes. Et donc, il y a évidemment cette position permanente, c'est-à-dire qu'il se sert de l'autre pour avancer, au fond, dans cette doctrine, dans une relation très conflictuelle, et ensuite, l'ami devient un ennemi. Quand il construit son cercle, c'est quelque chose qui est constant. Alors, je vais terminer en parlant de la pensée politique de Freud, autrement que l'on fait des habituels commentateurs. Je l'ai dit déjà, Freud était à la fois conservateur et rebelle, attaché à la monarchie constitutionnelle et pourtant favorable au meurtre du père, c'est-à-dire au régicide. Il pensait que l'avènement de toute société reposait sur la nécessité d'un régicide originel, mais à condition qu'on remette le roi sur le trône. Donc il admirait Cromwell et la monarchie anglaise et pas du tout la République française pour cette raison. Il préférait la monarchie constitutionnelle anglaise à la souveraineté républicaine de l'an 2. La première incarnait à ses yeux une culture de l'ego, un moi puritain, capable de maîtriser ses passions. C'est très fort chez Freud, l'admiration pour les puritains. Une droiture morale, une éthique de la contrainte. L'autre, au contraire, représentait pour lui le territoire du ça, l'esthétique du désordre et de la libido et de la foule pulsionnelle. Le masculin d'un côté, c'est présent chez Freud, avec l'admiration pour Cromwell, le féminin de l'autre, avec la fascination pour Charcot et les démonstrations de la salpêtrière. Au-delà de cette bipolarité entre l'Angleterre et la France, il se situe en permanence. Il y a évidemment, il y a l'image de Charcot pour lui, et de cette inscription de la différence des sectes dans ses choix culturels, Freud souligna sans cesse, de totem et tabou à l'homme Moïse, que le meurtre du père était toujours nécessaire à l'édification des sociétés, je viens de le dire, mais qu'une fois l'acte accompli, la dite société ne sort de l'anarchie meurtrière que si cet acte est suivi d'une sanction et d'une réconciliation avec l'image du père. Autrement dit, Freud croit à la fois à la nécessité du meurtre et à celle de l'interdit du meurtre, à la nécessité de l'acte et à la reconnaissance de la culpabilité sanctionnée par la loi. Sans doute peut-on déduire de cette position l'idée que la psychanalyse serait à la fois régicide, puisqu'elle s'appuie sur cette thèse freudienne de la nécessité de l'acte meurtrier, et hostile à toute forme de mise à mort, de supplice ou de peine de mort. Je rappelle d'ailleurs que Freud était, en son temps, c'était pas évident, hostile à la peine de mort, il l'a dit. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que le temps est accompli, et on va pouvoir débattre. J'ai réussi à parler. C'est très bien.